Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le gouvernement cherche à éteindre l'incendie, tandis que la colère bretonne risque de s'étendre à d'autres régions. Le Premier ministre réunira demain les élus bretons et les ministres concernés au sujet de l'écotaxe. Des propositions d'aménagement de ce prélèvement sur les poids lourds pourraient être annoncées. Une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue samedi à Quimper. Et cette colère en Bretagne intervient sur fond de ressentiment croissant contre la politique fiscale du gouvernement. Ce dernier a dû reculer sur la taxation des produits d'épargne. Autre dossier à venir, celui de la taxe à 75% contre laquelle protestent les clubs de football. De manière générale, la droite évoque un climat de révolte fiscale. Chez les élus socialistes, l'agacement laisse place à l'inquiétude. Analyse à suivre. Rafale à plus de 100 km/h, la tempête Christian a fait au moins 8 morts en Europe. Les vents se sont aussi abattus sur un grand quart nord-ouest de la France. Une femme a été emportée par de fortes vagues dans le Morbihan. Météo France annonce la fin de l'alerte orange. Pompiers et techniciens de RDF ont été mobilisés toute la nuit dernière. Plus de 25 000 foyers sont encore privés d'électricité en Normandie, en Picardie ou encore dans le Nord-Pas-de-Calais. Le point dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Contenir la fronde bretonne contre l'écotaxe, c'est l'urgence de l'exécutif. Selon le site du Figaro, des informations faisant état d'une radicalisation et d'une contagion du mouvement seraient remontées au ministère de l'Intérieur. Le gouvernement cherche donc à éteindre l'incendie. Une réunion est prévue demain à Matignon avec les élus bretons de la majorité et les ministres concernés. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Les élus UMP de Bretagne n'iront pas à Matignon demain. Ils boycotteront la réunion organisée par Jean-Marc Ayrault sur l'écotaxe. Objectif, mettre la pression sur le gouvernement pour obtenir un report de son application. Si vraiment M. Ayrault a envie de dialoguer, il faut ouvrir les conditions de ce dialogue. Et le préalable, c'est de dire, nous posons un moratoire, nous discutons et nous essayons de trouver un accord. La réunion de demain ne me semble pas, au moment où nous parlons, s'inscrire dans cette logique d'apaisement et de dialogue. Pourtant, le gouvernement aurait plusieurs propositions dans sa besace. Parmi les pistes qui seront dévoilées demain, une baisse du montant de l'écotaxe qui augmenterait ensuite progressivement avec le temps. Autre possibilité, la suppression du dispositif pour les transports de courte durée ou encore l'adaptation du montant de la taxe en fonction de la matière transportée. Enfin, le ministre de l'Agriculture proposerait de faire payer la grande distribution. Pas de suppression donc, ni de moratoire, mais des aménagements, en tout cas des réponses pour François Marc. Aujourd'hui, des élus de la République qui ont à l'idée qu'on doit supprimer une recette, moi j'attends d'eux qu'ils disent quelle autre recette il faut mettre en place. Et c'est ma deuxième observation, d'autant que ce sont les élus UMP et UDF qui ont voté cette écotaxe, qui l'ont mise en place. Car cette écotaxe a été adoptée sous le précédent quinquennat et entrera en vigueur en janvier prochain. D'ici là, le gouvernement cherche à éteindre l'incendie breton. Voilà, et on vient de le voir, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault pourrait donc annoncer demain des aménagements sur l'écotaxe en Bretagne. Et l'une des pistes serait l'augmentation de la détaxe de 50% déjà accordée à la région. Et une question se pose, à force d'aménagements, l'écotaxe pourrait-elle être censurée par le Conseil constitutionnel? Rien n'est à exclure, vous allez le voir, puisqu'il y a déjà eu un précédent avec une autre taxe. Les détails avec Jérôme Rabier. L'écotaxe pourrait-elle subir le même sort que la taxe carbone, censurée fin 2009 par le Conseil constitutionnel et depuis toujours pas appliquée? La question peut légitimement se poser. Rappelez-vous, le dispositif était censé taxer les entreprises polluantes. Le gouvernement Fillon avait exempté le transport de passagers, y compris aériens, les raffineries ou encore les centrales thermiques. Le Conseil constitutionnel avait jugé que trop d'exonérations constituaient une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques. En clair, certaines entreprises étaient lésées par rapport à d'autres. Issue du même Grenelle de l'environnement, l'écotaxe pourrait elle aussi se voir censurée du fait des nombreuses exonérations promises par le gouvernement Ayrault. Si les sages de la rue de Montpensier ont validé le principe de la taxe, il pourrait être saisi dans un futur proche d'une question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, un producteur d'Auvergne pourrait se plaindre d'une différence de traitement par rapport à ses confrères bretons.
Le dispositif aurait alors de bonnes chances de se voir retoqué, même aménagé. Le feuilleton de l'écotaxe est donc bien loin d'être terminé. Et cette colère en Bretagne intervient sur fond de ressentiment croissant contre la politique fiscale du gouvernement. Ce dernier a dû reculer sur la taxation des produits d'épargne et autre dossier à venir, celui de la taxe à 75% contre laquelle protestent les clubs de football. De manière générale, chez les élus socialistes, l'agacement laisse place à l'inquiétude. Certains réclament la stabilité fiscale promise par le gouvernement. La droite, quant à elle, évoque un climat de révolte fiscale et justement, les anciens ministres Bruno Le Maire et Valérie Pécresse souhaitent une règle d'or fiscale. Les explications avec Maxime Thuillet. Mettre fin à l'instabilité fiscale, c'est l'objectif affiché par Valérie Pécresse. Ce que je propose sur les impôts et ce que je demande sur les impôts, c'est de la confiance fiscale. Je propose une règle d'or où on dise on ne change pas un impôt plus d'une fois tous les 5 ans. L'ancienne ministre du Budget déposera demain une proposition de loi constitutionnelle visant à mettre fin à cette instabilité de l'impôt. Principale mesure de ce dispositif, impossibilité de modifier un impôt sur une période de 5 ans minimum et interdiction de la rétroactivité de l'impôt. Des mesures pour fixer une continuité dans la politique fiscale, très souvent modifiée ces dernières années. Dans la restauration par exemple, depuis 2008, le taux de TVA a changé 2 fois et devrait encore évoluer en 2014. Avec cette proposition de loi, Valérie Pécresse souhaite lier les mains du pouvoir politique pour rétablir cette stabilité fiscale. Cette stabilité est à ses yeux indispensable pour rassurer le monde des affaires et encourager les entrepreneurs à investir. Et c'est parti pour plus d'une semaine de débat. 10 jours après son adoption ric-rac à l'Assemblée nationale, le projet de réforme des retraites est débattu à partir d'aujourd'hui au Sénat. Et la partie s'annonce difficile, pour ne pas dire perdue d'avance pour le gouvernement. Sauf miracle, on voit tout cela avec Nathalie Guillouard. Le projet de réforme des retraites face aux sénateurs, mais version Assemblée nationale. Premier volet, assurer la pérennité des régimes de retraite. Il contient la principale mesure et la plus contestée, l'allongement progressif de la durée de cotisation à 43 ans. Concrètement, l'âge légal de départ à la retraite est maintenu à 62 ans, mais les salariés devront cotiser plus longtemps pour une retraite à taux plein. Le deuxième volet est destiné à rendre le système plus juste. Pour cela, un compte pénibilité serait mis en place dès le 1er janvier 2015. Ce mécanisme permettra aux salariés connaissant des conditions de travail difficiles d'accumuler des points. L'objectif, utiliser ces points pour changer de métier, passer à un temps partiel subventionné ou bien partir plus tôt à la retraite. Autre mesure, les temps partiels seront mieux pris en compte. Il faudra cotiser 150 heures au SMIC pour valider un trimestre au lieu de 200 heures aujourd'hui. Concernant les jeunes, les périodes d'apprentissage et de formation des chômeurs seront elles aussi comptabilisées de façon plus favorable. La suite du 22h et nos invités ce soir, Philippe Gouliot, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue, chef du service Merci. politique du Figaro. Avec nous également notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et Robert Mathieu, bonsoir. Bonsoir et merci bienvenue. Vous êtes un ancien inspecteur des impôts. Vous avez publié, je le précise, de nombreux livres à succès sur la question des impôts, dont, on va le voir, le bêtisier fiscal, le racket fiscal ou encore payer moins d'impôts pour les nuls. Et avant d'évoquer le climat général autour de la politique fiscale du gouvernement, on va s'arrêter sur l'urgence bretonne. Avec d'abord cette information ce soir de votre journal, Philippe Gouliot, c'est sur le site du Figaro, qui s'est procuré une note DRG, renseignements généraux, transmise au ministère de l'Intérieur quant à une radicalisation, une contagion du mouvement en Bretagne contre l'écotaxe. Oui, alors c'est effectivement très préoccupant pour le gouvernement parce qu'on voit bien il y a des mouvements extrémistes qui se sont mis dans la danse, qui utilisent cette protestation, et il y a des mouvements qui sont plutôt marqués à l'extrême gauche et des mouvements marqués à l'extrême droite, et il y a aussi évidemment un risque de contagion que les anciens RG mettent bien en évidence dans les régions où il y a une identité régionale très forte, comme la Bretagne, donc l'Alsace ou
le Pays Basque. Il y a même aussi, paraît-il, des inquiétudes dans la région niçoise et probablement en Corse aussi. Donc voilà, c'est une situation explosive, on le voit bien. Les manifestations ce week-end ont été violentes. Il y a une manifestation samedi prochain à Quimper qui est probablement pour le gouvernement une très grande inquiétude. Les bonnets rouges et leur symbolique anti-jacobine, en souvenir de la révolte des Bretons, c'était en 1675, contre une nouvelle taxe, sont attendus en nombre justement samedi prochain. Le cocktail risque d'être explosif. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est ces bonnets rouges. Enfin, là, est-ce qu'il y a eu quelqu'un, une idée de com? Enfin, parce que c'est vrai que ça marque ce mouvement de façon plutôt sympathique et ça l'identifie tout de suite. C'est amusant, ça, quand même. Et justement, Jean-Marc Ayrault réunit demain. Donc, il y a aussi urgence. Les élus bretons et ministres concernés, les élus donc de la majorité. On vient de le voir tout à l'heure dans le sujet de Cécile Cixous. Les élus de l'opposition boycottent ce rendez-vous. Jean-Luc Gombault, avec pour le moment une ligne pour cette écotaxe. Abandonner, non. Aménager, oui. Abandonner, d'abord, c'est pas possible. C'est pas possible parce que les portiques ont été installés, mais c'est pas le gouvernement qui a installé les portiques. C'est une gestion privée de l'ensemble de la récolte de l'écotaxe. Et ces entreprises privées, notamment dans lesquelles il y a d'ailleurs un actionnaire italien qui a 70%, lui, il veut rentabiliser son investissement et automatiquement, ça doit démarrer au 1er janvier 2014 et il faut que l'argent commence à rentrer au 1er janvier 2014 par rapport à tous les investissements qu'il a réalisés. Donc il me semble que ça serait extrêmement difficile pour le gouvernement d'abandonner. Et par ailleurs, c'est une directive européenne. C'est-à-dire que cette écotaxe est déjà appliquée dans, je crois, 7 pays sur les 28. Il en reste encore beaucoup qui ne l'ont pas fait. Enfin, 7 sur 28, notamment l'Allemagne, qui récolte avec ça 4 milliards par an. La France, ça serait qu'1,2 milliard. Mais en tout cas, il y a un problème de directive européenne à appliquer. Et par ailleurs, on dit toujours c'est l'UMP qui a voté cette écotaxe. Oui, c'est vrai. Mais enfin, le Parti socialiste l'a voté également à l'époque. Donc c'est évidemment une taxe. Les parlementaires socialistes l'ont d'ailleurs reconnu. C'est ce que dit. Sauf si figurez-vous, alors les gens ne doivent rien y comprendre parce que les écologistes ont voté contre en estimant qu'il y avait trop d'exceptions, trop d'aménagements. Donc en fait, tous les gens sont. Il n'y a plus qu'un seul parti qui est pour cette écotaxe. C'est les seuls qui ont voté contre, c'est-à-dire les écologistes. Donc les gens doivent trouver ça un petit peu brouillon. Une parenthèse également, si la Bretagne obtient des aménagements, ce qui semble être le cas, on verra demain ce qu'annoncera le Premier ministre. Oui, mais d'autres aménagements supplémentaires, justement pour calmer la colère, d'autres régions enclavées, c'est-à-dire quasiment tout le centre de la France, une grande partie, va le demander aussi, Philippe Bouillot. Oui. Alors, le simplement, c'est que la Bretagne n'est pas la seule à avoir des aménagements, déjà pour l'instant, puisque Midi-Pyrénées a des aménagements, d'autres régions, une autre région a également des aménagements, des taxes de 30%. Les Bretons ont 40%, on parle, vous avez évoqué tout à l'heure le chiffre de 50%, et ça va poser un problème, parce qu'il y a un problème d'inégalité devant l'impôt. C'est-à-dire, pourquoi certaines régions, alors on pourra toujours trouver des prétextes, et si la taxe carbone de Sarkozy a été retoquée, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est à cause de l'inégalité devant l'impôt d'après le Conseil constitutionnel. Donc si on commence à faire des choses spéciales, les Bretons, par exemple, ne paieront pas l'écotaxe sur le transport du lait. Mais il n'y a pas que les Bretons qui font du lait et qui ont des problèmes aussi d'évacuation de leur production et devront payer l'écotaxe. Donc les autres régions laitières peuvent dire mais alors pourquoi nous on n'a pas... Il peut y avoir des problèmes en cascade si on touche trop, s'il y a trop d'aménagements. Robert Mathieu, est-ce que cette taxe dont l'actuel gouvernement ne cesse de rappeler qu'il s'agit d'un héritage du précédent quinquennat, est-ce qu'elle mériterait d'être dans votre bêtisier fiscal? Tout à fait, tout à fait. Oui. Parce que dans le bêtisier fiscal, il y a 250 anecdotes depuis 2000 ans, de Jésus-Christ à Depardieu, et toute taxe qui est un peu discriminatoire, qui pose problème, mérite d'être dans un bêtisier fiscal, bien sûr. Et celle-ci, justement, peut entraîner, selon vous, des inégalités, ça peut entraîner, comme vous venez très justement de l'exposer, des inégalités, et pour moi, l'impôt, au lieu de diviser, l'impôt doit unir. Vous avez des gens qui cotisent à l'ISF, d'autres non. Des gens qui payent l'impôt sur le revenu, non. Donc, et il y a beaucoup d'autres divisions, malheureusement, dont souffre le pays. Et pour moi, l'impôt est un ciment de cohésion sociale. Et il faut vraiment, on peut trouver la façon d'unir toutes les divisions qu'il y a dans le pays grâce à l'impôt.
Alors pour l'instant, on ne l'a pas trouvé, et c'est même un petit peu le contraire. Philippe Gouliot, la droite, c'est son rôle dans l'opposition, évoque un parfum de révolte fiscale. Sur le terrain, les préfets font remonter des notes à l'exécutif d'un véritable ressentiment grandissant et d'une incompréhension contre la politique fiscale. Qu'est-ce qui est en train de se produire? Est-ce qu'on a atteint un seuil limite d'acceptation? C'est possible. C'est vrai que le ras-le-bol fiscal, Moscovici en a parlé cet été, mais maintenant tout le monde le reconnaît, tout le monde en souffre. Ce qui doit manquer, je pense, c'est un cap, c'est une ligne. C'est-à-dire que on peut toujours augmenter les impôts, mais au fond, pourquoi faire? Et puis aussi, il y a dans la méthode du gouvernement une façon de faire qui est quand même très curieuse et qui ne favorise pas l'acceptation de l'impôt. C'est-à-dire qu'on annonce quelque chose et on revient en arrière. On lance des idées et puis on les abandonne. Alors qu'il faudrait que finalement on lance ces idées très en amont, qu'on en discute, que tout le monde parle, que tout le monde s'exprime, et qu'une fois que les choses sont adoptées, voilà. C'est ce que vous dites d'ailleurs. Là, il y a une espèce de vertige, quoi. Ça tourne dans tous les sens et on n'y comprend plus rien. C'est ce que vous dites dans vos livres, dans votre livre. Vous dites qu'il faut une vision, un cap, et dans ce cas-là, on adhère. On manque, si vous voulez, le problème, c'est le consentement à l'impôt. C'est pas tellement le taux de pression fiscale. Au Danemark, il y a un taux énorme et les gens sont heureux. C'est le consentement à l'impôt. Et dans notre pays, pour le moment, c'est l'absence de consentement. Pourquoi? Deux causes, l'injustice fiscale, l'exil fiscal, la fraude fiscale, peut-être les scandales, et aussi, nous avons une société en déliquescence. Je paye, mais où est la santé, où est la sécurité, où est la scolarité? Alors, conséquence de l'absence du consentement, c'est quoi? C'est que les générations futures, finalement, il y aura un rejet. Il y aura le rejet de l'impôt, alors qu'on devrait trouver le civisme fiscal. Et les jeunes, un jour, ils en auront assez de payer pour les enfants, les grands-parents, pour eux-mêmes. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y aura ce rejet de l'impôt. Alors, quelle est la solution, évidemment? Question qu'on se pose. Alors, oui, oui. Eh bien, je pense que la solution, c'est retrouver le sens de l'impôt. Et retrouver le sens profond de l'impôt, c'est passer de l'individualisme à la solidarité, mais avec une juste répartition où on ne divise plus les riches et les pauvres. On est les enfants d'une même nation. Et peut-être aussi en passant justement à ce qu'on appelle une grande réforme fiscale, Jean-Louis Gombault. Ce grand soir fiscal qui a été tant de fois annoncé et jamais mis en place. Tant de fois annoncé. Et quel est le dernier qui l'a annoncé? C'est François Hollande dans sa campagne électorale. Donc, effectivement, parce que, bon, je comprends tout à fait votre propos. Le problème, c'est qu'on a un niveau de dépenses publiques. Il faut trouver de l'argent de toute façon, comme dans tout État qui était dans une crise financière. Il faut trouver. Et donc, si on fait une réforme fiscale, il y aura des perdants. Automatiquement, il y a des perdants. Et on l'a bien vu quand on a laissé lancer la grande réforme fiscale des collectivités locales. Ça a été des hurlements partout. Donc, c'est ça que craint le pouvoir. C'est-à-dire, il est obligé de raisonner par petites touches. 600 millions par là, 400 millions par-ci, 1 milliard par-là. Parce qu'il se dit, si je fais une réforme globale, je suis obligé de faire des masses de perdants et ma réforme sera retoquée. Donc je pense qu'une réforme fiscale globale, elle n'est pas pour demain. C'est clair. Alors vous avez parlé justement des différentes taxes. Et justement, Robert Mathieu, puisque vous parlez aussi de l'impôt de manière humoristique dans votre livre, on va écouter une chanson. Ça va vous rappeler des souvenirs. Vous allez me dire de quoi il s'agit. Écoutez. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Taxe, surtout, nous sommes les frères qui rappent. Oui, c'est vrai qu'à chaque les inconnus, bien sûr. Les inconnus, à chaque période... Je le sais parce que c'est dans votre livre. Tout à fait. Oui. À chaque période, il y a des chansons qui sont un peu le reflet de l'inconscient collectif. Rappelez-vous, Cache ton piano, qui a été repris par les Charlots, c'était le chanteur Dream, qui, à la belle époque, eh bien, il y avait eu une taxe sur les pianos, et c'était sa façon à lui, un petit peu, de s'insurger. Donc, les inconnus se moquaient déjà du système fiscal français à l'époque. Ils étaient en avance. En avance, je ne sais pas, parce qu'il y a un vieux proverbe américain que j'aime beaucoup, qui dit quelle est la différence entre un percepteur, taxman, et un taxidermiste?
c'est que le taxidermiste, au moins, il vous laisse la peau. Et donc, voilà. Et quelqu'un a dit, viendra le jour où il ne nous restera plus que l'impôt sur les eaux. Audiard. Audiard, voilà. Voilà, alors je reviens à la politique, Philippe Gouliot. Ce qui est incroyable, c'est cette majorité quand même qui n'hésite pas dans les déclarations publiques à contredire, à mettre en difficulté son propre gouvernement, justement sur cette politique fiscale. Est-ce qu'il y a une très grande fébrilité à l'approche des municipales pour qu'ils osent ainsi sortir ? Je ne sais pas si c'est à l'approche des municipales, ça amplifie les choses, mais je crois que ça avait commencé même avant. Ce qui est frappant, c'est que les élus du dernier cru, finalement, l'ont souvent été parce qu'ils étaient des apparatchiks et ils n'ont pas de solidarité avec le gouvernement. Ils ne l'ont pratiquement jamais eu depuis le début. Et donc on a entendu tout de suite des députés se démarquer, critiquer le gouvernement. On a entendu des ministres aussi critiquer le gouvernement. Enfin, c'est quand même une chose qui est assez extraordinaire. On a vu dans l'affaire Leonarda le premier secrétaire du PS se démarquer du président de la République 5 minutes après la fin de son intervention. Enfin, voilà, tout ça, ce sont des choses évidemment très marquantes. Alors, l'approche des municipales, bien entendu, va accélérer les choses. On a vu qu'il y a 2 maires qui ont démissionné du PS, qui ont quitté le PS, pour sans doute, en se disant sans doute que eux, ils s'en sortiront. Eux, ils sauront faire mieux sans le PS qu'avec le PS. Évidemment, tout ça est parfaitement illusoire, parce que si la gauche échoue, si Hollande échoue, ils échoueront tous, et certains peut-être se sauveront ici ou là, mais c'est pas comme ça que ça marche. Alors on peut penser d'ailleurs qu'à l'Assemblée nationale, ils seront très absents et ils vont essayer de retourner dans leur circonscription avec cette idée-là, donc de se sauver individuellement. Mais alors, ça ne marchera eux pas. retournent dans leur circonscription. En attendant, le président Hollande s'enfonce dans une impopularité qui est constante. Et certains, alors c'est beaucoup des éditorialistes qui évoquent cette possibilité du remaniement. Est-ce qu'elle est possible avant les municipales ? Écoutez, moi je pense que Hollande peut faire ce qu'il veut, oui. Et puis, est-ce surtout qu'il sera la Ve République obligé, lui donne toutes ses prérogatives. Est-ce qu'il n'y sera pas obligé aussi à un moment donné? Alors évidemment, c'est pas la tradition qu'on remanie juste avant des élections locales, mais enfin, après tout, pourquoi pas? Enfin, il peut avoir envie de surprendre et c'est une façon de surprendre. Alors il y a aussi des gens, notamment Jean-Louis Borloo, qui croient à une dissolution. Moi personnellement, je n'y crois pas. Mais bon, après tout, on a vu des choses plus étonnantes dans le passé. Mais un remaniement, oui, pourquoi pas. Simplement, les remaniements, ça a un effet de vie très, très court. Et puis, remanier, ça veut dire renvoyer pas mal de gens, parce qu'il faudra faire un remaniement, un gouvernement resserré. Donc, mettre beaucoup de mécontents dans la rue, ou en tout cas au Parlement. Et puis, il faut les remplacer. Est-ce qu'il y a suffisamment de... Est-ce que le vivier existe? Est-ce qu'il est suffisamment puissant pour remplacer ceux qui partiraient? Mais peut-être, Jean-Luc Gombault, que le président Hollande, il l'a rappelé souvent, il attend concrètement les fruits de sa politique. Il les espère, il les attend, ces résultats économiques de tout ce qu'il a mis en place. Il dit qu'il les espère, mais apparemment, il en est sûr. Je pense qu'un remaniement, il doit se dire, ça ne servira à rien. C'est-à-dire que si le lendemain du remaniement, j'ai les chiffres du chômage qui augmentent, mon remaniement, il disparaît. Donc effectivement, ce qu'il attend, c'est un mouvement de reprise économique dont il est absolument persuadé. Une baisse du chômage dont il est absolument persuadé. Il n'arrête pas. Et il prend de plus en plus de risques. C'est ça qui me surprend beaucoup dans sa stratégie. C'est-à-dire qu'il est engagé dans une course-poursuite. Et pour pas que l'automobile, c'est-à-dire l'opinion publique qui est derrière lui et qui le presse, ne le dépasse, il est obligé de prendre des risques et il risque de tomber dans le ravin en prenant ses engagements permanents, répétés, qui sont très précis. Ce n'est pas des engagements « demain vous serez plus heureux ». Non, ce sont des engagements très précis sur des indicateurs économiques très importants dont on parle tous les jours pratiquement et dont les gens se disent « mais alors qu'est-ce que vous nous racontez? Vous nous avez menti. Non seulement vous ne tenez pas les engagements que vous avez pris, mais en plus les paris que vous avez pris ne sont pas remplis. » Cette impopularité, Philippe Gouliot, elle est, comment dire, elle risque de le plomber ou c'est simplement, eh bien, dans un quinquennat de crise, il faut s'habituer à une impopularité qui est constante et qui va marquer justement ce quinquennat? Je ne sais pas si elle marquera le quinquennat. Enfin, cela dit, je ne sais pas comment on en sort de cette impopularité record. Tous les présidents ont eu des moments où ça allait très mal. Mais là, c'est durable, c'est rapide. Et puis, c'est très bas, quoi. Donc, je ne vois pas très bien comment il peut rebondir.
il faut vraiment qu'il ait quelque chose. L'avantage d'un remaniement, effectivement, ça a une durée de vie très courte, comme on le disait, mais ça peut donner un signal aux ministres qui seront nommés. Moi, j'ai su virer les récalcitrants. Donc maintenant, silence dans les rangs. Ça peut avoir cet avantage-là. Mais puis peut-être, il n'est pas exclu de rêver, professionnaliser le gouvernement. À la colère bretonne et surtout à sa politique fiscale. Hein. Robert Mathieu, pour finir sur l'impôt, vous dites l'impôt c'est pas drôle, mais alors pas du tout, hein, ça on le savait. Qu'est-ce qui peut pousser un ancien inspecteur central des impôts à écrire tant de livres sur les impôts si c'est pas drôle? Il y a 3 raisons. Moi, premièrement, accordons-nous au moins une pause fiscale, parce que le rire n'est pas encore imposable, peut-être qu'il le deviendra un jour. Et puis aussi, derrière l'humour, on peut trouver un sens de l'impôt et la justice fiscale. Donc c'est un livre de réflexion via l'humour. Vous avez écrit le bêtisier fiscal, vous avez écrit le racket fiscal, vous avez écrit payer, je crois, moins d'impôts pour les nuls. Il y a un autre opus qui va sortir. Tout à fait, il y en a un autre. On peut avoir le titre? Chacun est différent parce que mon but c'est de réconcilier le français avec l'impôt, si tant est que ça soit possible. Ah oui, c'est pas le titre ça. Quel est le titre du livre à venir? Vous l'avez? Le titre non, on l'a toujours très bien, à la fin. Très Mais bien. j'ai mon idée un petit peu du thème. C'est sur la philosophie de l'impôt? C'est plus populaire. Dites-nous alors un petit peu. De quoi s'agit-il? Et disons, il y aura pas mal d'exil fiscal. Il sera question beaucoup d'exil fiscal, entre autres. Une étude... Oui, Jean-Luc Gombault. Pour réconcilier les Français avec l'impôt, il faut que les Français aient l'impression d'en avoir pour leur argent. Oui. Et le problème est majeur. C'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut baisser la dépense publique. Mais si on baisse la dépense publique, il faut baisser l'impôt, parce que les gens vont dire que je paye autant d'impôts pour moins de retour. Exactement. Donc le mécontentement anti-impôt va grossir si on se contente de baisser la dépense publique. Et si on baisse la dépense publique et en même temps on baisse le prélèvement fiscal, on ne résout pas le déficit. Non. Donc en fait, quand on est dans une situation complexe... La conclusion, oui, Philippe Gouillot. S'il s'agit de réconcilier les Français avec l'impôt, moi j'ai une idée de titre, Mission Impossible. C'est pas mal. C'est pas mal, peut-être. Attention au droit d'auteur. Hein. J'ai noté, ça a été dit ce soir dans le 22h. Merci d'avoir été nos invités, messieurs. Merci. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info de Camilla Campuzano. Des rafales de vent de plus de 100 km/h, la tempête Christian a fait plusieurs victimes dans le nord de l'Europe. En France, une femme de 47 ans. Elle a été emportée par la force des vagues à Belle-Île. La tempête a frappé 12 départements avec de nombreux dégâts. 75 000 foyers privés d'électricité, des routes bloquées, l'Eurostar paralysé. Le calme revient peu à peu. La vigilance orange est maintenant levée. Les oreilles baladeuses de la NSA continuent de faire parler d'elle. Après Angela Merkel, les États-Unis auraient mis sur écoute 60 millions d'Espagnols, parmi eux des membres du gouvernement. C'est ce que révèle aujourd'hui le quotidien El Mundo. L'Espagne exige des explications à Washington, mais Mariano Rajoy n'envisage pas pour l'instant de rejoindre l'initiative franco-allemande contre l'espionnage. Un dossier tout chaud qui arrive sur le bureau de la Maison-Blanche, alors qu'une délégation du Parlement européen est attendue aujourd'hui à Washington. Tadeusz Mazowiecki est mort à l'âge de 86 ans. Il a marqué l'histoire de la Pologne. Il est le premier chef de gouvernement après la chute de l'Union soviétique. Il remporte les élections en 1989 avec l'opposition rassemblée autour du syndicat Solidarnosc. Il a transformé l'économie et la politique polonaise. C'est lui qui est à l'origine de la chute du régime communiste dans le pays. Un rapprochement entre la Géorgie et la Russie, un scénario qui semble se dessiner. Un scénario impossible il y a 5 ans après la guerre russo-géorgienne. Le nouveau président élu hier vit des relations apaisées avec Moscou. Il serait plus discret et moins tourné vers l'Occident que son prédécesseur. Après la tempête Christian, c'est le Parti socialiste qui serait en pleine tempête. Sur Agoravox, Na illustre les divisions internes du PS, des divisions autour des réformes fiscales. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre soirée documentaire sur Public Sénat. Et on clôt ce 22h en musique avec la légende du rock américain. Hommage, bien sûr, à Lou Reed, Take Walk on the White Side. À demain, avec plaisir. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey, babe.
take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.